Je voulais au moins commencer par vous souhaiter le bienvenue. Aussi, dire à tout le monde qui ne parle pas anglais avec aise qu'il y a de la traduction simultanée qui fonctionne, elle. Alors, ça serait utile de les prendre si vous en avez besoin, parce que des fois, bon, l'accent australien, je veux pas insulter personne, mais ça prend une formation préalable, hein, c'est pas s'habituer. Moi, je comprends tout, mais c'est pas le cas de tout le monde. You all right? Il m'aime bien. Alors, c'est ça. Alors, bienvenue. Il y a donc traduction simultanée, j'ai passé le message. Pour celles et ceux qui sont ici, soit avec le barreau du Québec, soit le barreau d'Ottawa, il y a des protocoles particuliers que vous connaissez sans doute, mais il y a une feuille à signer en partant, en arrivant et en partant, et c'est un peu, c'est pas moi la police là-dedans, mais disons que c'est assez cordé, et si vous le signez pas, vous allez avoir des problèmes de reconnaissance. N'oubliez-les pas, et si vous n'avez pas déjà signé, ça serait important de le faire. L'Internet est disponible dans la salle. Ça, c'est sous réserve de la fonctionnalité du système technique, mais en principe, l'Internet est disponible dans la salle. Et si vous désirez accéder à l'Internet pendant la conférence, consultez la feuille à cette fin insérée à l'intérieur de votre pochette. Et on vous demande aussi d'éteindre le son sur vos appareils électroniques pendant la conférence. Enfin, je vais vous parler, il y a des sorties, on est quand même en Ontario, alors il faut se préoccuper de la santé et sécurité du travail. Il y a des sorties d'urgence, vous tournez à votre droite et les toilettes sont à gauche lorsque vous sortez de la salle. Ça, c'est tout pour les messages de cuisine. Et là, je vais commencer. Premièrement, tout le monde, si vous êtes inscrit, vous avez dans votre pochette le programme. Vous avez un diapositive qui fonctionne. C'est bien bon. OK. Alors, dans votre programme, vous avez les biographies de tout le monde qui va présenter, y compris les gens qui vont animer les discussions. Et on vous invite à en prendre connaissance parce que aujourd'hui et demain, nous n'allons pas lire la biographie de chacun. On va présenter les noms des gens, sont en ordre alphabétique et évidemment, vous avez le programme au début. Vous avez aussi la langue de la présentation et je suis la seule, peut-être avec une autre personne, qui va parler dans les deux langues dans une même présentation parce qu'on essaie de protéger la santé mentale des interprètes, mais au niveau de l'accueil, je trouvais ça important quand même de vous accueillir dans les deux langues parce que c'est vraiment mes deux communautés qui se réunissent ici à Ottawa et je vais parler à tout le monde comme je vous parle d'habitude. Alors, aujourd'hui, on a une série de présentations. On va faire 3 présentations suivies d'une période de discussion d'une vingtaine de minutes qui sera animée par les discussants, les animateurs, animatrices. On leur a demandé de rigoureusement, dans la mesure du possible, respecter le temps. And now I'm going to switch to English. Simultaneous translation, for people who aren't used to it, requires that you speak slowly. And some people are professionals of simultaneous translation, and some people are speaking for the first time with simultaneous translation. And we will go nuts if you speak too quickly. And I'm looking at a couple of people in particular, but I've been training them over the last few days, so hopefully this should be okay. We've asked people, they have only 20 minutes to speak. We've asked them, even if they've got more slides than can be justified for 20 minutes, if they agree, we will put them on the website of the chair. So don't be alarmed if you see somebody whipping through slides with lots and lots of important words. They will be on the website of the chair if you're interested. And all my speakers, I'm asking you, I hope, to agree to this, but you don't have to agree without talking to me about it, but we'll write to you after the end of the day to make sure this is okay. There will be, we are taping this activity. And I'm looking for my organizer, and in principle, in your pochette, which I don't know what this is in English, but in your folder, you have a consent to be filmed. C'est vrai, ça, ou j'invente? And so please sign the consent to be filmed. And c'est bon. Merci, René.
And if you don't want to be filmed, I suggest you not ask any questions and wait till the break, because we're filming people up in front and we'll be filming the people who are using the microphones to ask the questions. Bien. Une dernière chose, mais pas la dernière, c'est qu'avant de commencer, le déroulement, on a aujourd'hui toute la journée à 17h, il y a ma doyenne de la faculté de droit, section droit civil, qui viendra nous accueillir pour un cocktail avec des goûters, pour que les gens puissent se connaître un peu plus. On a ensuite, demain, on finit à 15h et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes ici aujourd'hui le 1er et le 2 décembre dans une réunion au sein d'une plus large réunion au sein d'une autre réunion. Alors, c'est des réunions en cascade au lieu d'avoir la sous-traitance en cascade de hier soir, c'est des réunions en cascade. Et je vais vous expliquer ça dans mon introduction. Je veux surtout reconnaître le travail très important de René David Cooper qui vient de passer et son travail impeccable qui fait en sorte qu'on est tous ici. Il n'est pas ici, mais je vais le faire revenir à la fin, mais pendant que j'y suis, là, ça marcherait pas sans René, on va dire ça, et Sandra Métaillé, qui, depuis des mois, travaille sur l'organisation de cette activité. On a aussi 3 étudiantes qui nous aident, que vous avez rencontrées ce matin, Camille Lantier, Raphaël Dussault et Asma Bassalama. Et on est très reconnaissants. Évidemment, elles sont dehors, alors la reconnaissance, connaissez Sigrist, récompense, effort, reward and balance. Il faut dire merci aux gens lorsque vous les voyez. Et je vais leur dire que c'est pour eux autres. Alors là, maintenant, je vais commencer parce que paraît-il qu'on a un système et Karen va être accommodante par le fait que... mais je pense que ça va aller et je ne veux pas parler trop vite. Vous avez... Il y en a-tu, les diapos? OK. Alors, vous avez les diapos ici. Ce que je veux faire avec vous ce matin, c'est très brièvement expliquer qui nous sommes. Ah, ça marche. Essentiellement ce qui est là. Et je vais commencer en français, je vais revenir en anglais et je retourne en français. Alors, gardez vos casquettes pour la lutte à long terme. Hein. Alors, who are we? Là, je commence en français. Vous êtes ici à l'intérieur d'une réunion qui est la réunion ultime collective d'un réseau de recherche, subventionné le réseau de recherche par l'Université d'Ottawa, le réseau international, le financement de la recherche. Et l'origine, pour comprendre ce que vous allez entendre autour des 2 prochains jours, il faut comprendre un peu d'où on vient. Certains d'entre nous travaillent depuis 10, 15, 20 ans ensemble sur des thématiques communes. Et on travaille en Australie, on travaille au Canada, au Québec, en France, en Angleterre. Et à un moment donné, on était en réunion en Australie et on travaillait fort, on a marché dans le bois, mais c'est là où on travaille mieux. Puis là, on a réalisé que moi, j'étais la plus jeune, puis qu'il fallait vraiment faire quelque chose si on n'était pas à avoir une relève de chercheurs en santé et sécurité du travail dans un contexte de mondialisation. Et on s'est dit, mais il faut vraiment, parce que nous, on a notre relève nationale. Les Québécoises et les Québécois, les Canadiens anglais qui travaillent avec moi, ça fait des 20 ans, 30 ans qu'ils travaillent avec moi, mais notre relève n'était pas réseautée. Alors, le but de cette conférence, c'est de réseauter la relève. Hier, la relève a eu une journée organisée d'une manière extraordinaire par Rachel Cox et Maud Choco, que je veux reconnaître et remercier aussi, et qui sont aussi organisatrices de ce colloque. Et durant les 2 prochains jours, on est collectif, on est ouvert au public. À 15 heures, on referme au public. Et nous, le noyau va continuer avec la relève menée par Elsa Underhill, qui est ici, qui apprend tranquillement avec la traduction que c'est elle qui va mener ça, demain après-midi, pour faire la boucle sur la journée de la relève et ce qu'on va faire par la suite.
So why we are here, comme vous avez compris, on est ici à la fois pour la conférence, mais aussi pour des activités en marge de la conférence auxquelles on tient beaucoup. Je vais expliquer dans ma présentation pourquoi ces thématiques, entre autres parce que j'ai invité des amis qui ne connaissaient pas mon réseau, mais qui travaillent dans les mêmes domaines, et je leur ai montré le programme préliminaire, puis ils ont dit « Ah, mais ça a l'air fort intéressant. » C'est des gens qui viennent, qui parlent de ce qui les tente, et j'ai dit « Ah, c'est peut-être pas évident qu'il y ait une structure. » Alors, ma courte présentation va porter sur la raison d'être des thématiques qu'on a là. Et dernier mot sur où on s'en va, where we're going. Il va y avoir un numéro spécial de relations industrielles, Industrial Relations, une revue bilingue. Et c'est Rachel Cox et Richard Johnston qui est ici, qui va faire tata. Et tout le monde qui présente a dû recevoir il y a plusieurs mois déjà l'invitation à contribuer. On va leur réenvoyer à vous. On vous encourage à contribuer à ce numéro spécial. Et si vous savez déjà que ça vous intéresse, on vous encourage de parler à Richard ou à Rachel qui est ici. Rachel est ici? Je la vois pas. Au cours des 2 prochaines journées pour voir comment ça va fonctionner. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu des thématiques. Je ne suis pas sûre que c'est très, très, très visible, mais de toute façon, écoutez-moi et surtout, écoutez-moi en anglais parce que là, je change de langue. So, I tried to, in the next 2 slides, in a nutshell, explain what unites us and what the structure is, because when you've been working for 20 years together, you just think it's self-evident why all of this is coherent. But for somebody who is coming for training from the Barreau du Québec or who's coming for the first time to this network of people, it might not be obvious. So regulation, change, hazards, and resistance. Those are 4 key words. Regulation, when we talk about regulation, we're not just talking about legislation, but we are talking about legislation. And legislation specifically for this group on occupational health and safety, including workers' compensation, and labor standards, labor law, as they can be used as tools to protect workers' health. So health is a key word, occupational health is a key word. The regulatory tools can vary, and at the same time, the regulatory tools can include soft law, can include collective agreements, and so it's much broader than just a legal conference, and there are legal scholars and legal practitioners in the room who are getting accredited as members of the bar, and we're speaking to them in the same way, but this is not your typical développement récent en droit de la santé et sécurité du travail, if I can say it like that. Not your typical legal training course, I can say it that way. We have scholars from 7 countries, 4 continents, English speakers and French speakers. The history of this, I explained in French. What I didn't explain was that we had a previous meeting in Cardiff in 2014 where the network of English-speaking researchers met, and many of the people who are here were there, David Walters, who organized that meeting. And this is the first time that we bring together the English-speaking and the French-speaking networks in the same room, in the same place, with the desire that they will interact throughout the course of the week. The research that interests us, we're in the context of globalization, and we're interested in studies, and we're researchers, right? And we're interested in studies from the North, studies from the South, studies from people of the South who are studying the North, people from the North who are studying in the South. So you will have many countries represented in the content. We're interested in old hazards and new hazards, and there's a long debate as to whether anything is new, particularly when Michael is on the podium. But for sure, we know that there are a lot of old hazards. Carcinogens have been in the work environment for centuries. We know that. You will have several papers on occupational cancer in this meeting. These are not new hazards, although there are new hazards associated with globalization and work organization, and how that affects the traceability of exposures, and how that can also affect prevention strategies and, of course, workers' compensation strategies. There are new hazards. I'll just give you one example. We're not talking about nanotechnologies today, but
scheduling, and scheduling is not a new practice, but new technologies create new opportunities for micromanaging working time. And this is a new hazard in some sense because of the use of technology, and we'll have papers on that as well. In terms of resistance, we're interested, of course, in the classic role of unions in resisting exposures that are dangerous for their health, standing up for workers' rights, standing up for workers' protections. But we're interested also in new forms of community unionism. And we also, you will see during the course of the 2 days, we see that inspectorates are also, in some cases, obliged to be resisting because with cutbacks they can't do their jobs properly. And what are their strategies to get around the neoliberal agenda of cutbacks in the workplaces of the inspectorates that prevents them from doing their jobs? And we also have examples of regulators who are part of the resistance to this neoliberal wave of deregulation of occupational health and safety. And this is my other big slide so that Karen can breathe easy, because after that it goes much more quickly. Et je retourne en français en plus. So, in terms of the new world of work, and this gets back, if you were here last night, we just touched upon this. I want to make sure that everybody is on a level playing field in terms of the terms that we're using, even though many terms can be used interchangeably with people, by different people around the room. So the new world of work, 2015, what's different about work compared to 100 years ago? And one of the key words that continually comes out is precarious employment. And what I do with this slide is try to tease out all the different realities that sometimes are grouped under the term precarious employment and sometimes not. Because as a lawyer, and that's my training, it's really important to know what you're talking about in terms of your definition of precarious employment. So the ILO, the International Labor Organization, will talk about decent work versus bad jobs. You can full-time permanent employment at McDonald's. It's a bad job, McJob, comme on dit en français. So that falls within the scope of what is of interest to the group that is here today. Non-standard employment, en français, travail atypique, is a subset of precarious employment, and technically when I speak of non-standard employment or atypical employment, we're specifically looking at 3 dimensions. Non-standard because of time, so that can be part-time, on-call, temporary, seasonal. It's materially very important as a lawyer to know what type of precarité we've got. So part-time, on-call have particular challenges in occupational health and safety and workers' compensation. We can have non-standard employment because of the employment relationship, which is not bilateral, but trilateral. And trilateral is good for law school, but in real life, we're talking about cascading, subcontracting. We talked about it last night. So you can have 7 or 8 or 9 interveners and the worker at the bottom who is getting orders from everybody and training from nobody. So that was what we're looking at in terms of non-standard employment relations. And in terms of space, particularly, we can be talking about home-based work and telework, but we could also be talking about working in a truck. Other terms that fall within the umbrella of precarious employment is insecurity. And in terms of insecurity, there's 2 terms that I wanted to define for you. There's job insecurity, and last night it was made very clear that you can be unionized full-time with 30 years seniority and have job insecurity. Our Quebec study, 30% of workers said that they felt that their job was insecure. But you're far more insecure if you don't know where you're going to be working tomorrow. And if you're on call for temp agencies, that's a lot more insecurity. There is also a concept of employment strain that Wayne Luchuk, who I believe is here, but there's a big group, there he is, Wayne Luchuk, has done incredible work from a health and safety perspective, looking at the health effects, not of the stress of your job, which is job strain, CARASEC for those who know it, but the stress of looking from one day to the next, not knowing where you're going to be working, either as somebody who's self-employed, who's working for temp agencies, or is accumulating contracts. And that affects the health, and that is not compensable health effects when you're worried about where you're going to eat
tomorrow and whether your family is going to be able to work, to eat. You have the concept of formal versus informal, which falls within the same umbrella. Formal employment is the contrary in the countries of the North of working under the table, travailler en dessous de la table, clandestine employment. It's the situation of the majority of workers in Latin America, to be working in informal employment in the sense that you do not have a formal work contract, and that therefore your rights in some countries cannot be exercised at all if you do not have a paper contract. But we also, unfortunately, Laura Porras, who is doing her PhD here, could not come. She is doing work on street vendors in Bogota as part of her PhD. They are highly regulated. It's just not by labor law. It's criminal law, municipal law. Finally, and not the least, we're interested in migrant workers in this meeting over 2 days. And migrant workers can be temporary foreign workers, as they can be people who are traveling 2 hours in and 2 hours out every day and everything in between. And I evoke Barb Neese's work in the On the Move team. I didn't put the cube up that explains the whole research agenda because it would have taken my whole talk. But there's a huge amount of work being done if you're interested, and there's some really good websites on this, and lots of speakers will be talking about how occupational health and safety, workers' compensation protections work for the mobile workforce. Maintenant, I'm going to start very briefly, and je suis bonne pour un autre 10 minutes, hein, à peu près. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Regulating in the era of neoliberalism, there's no text up here. This is the image of red tape. And I am now going to switch to French, so it's time to put your things back on. And I have two memories to evoke in relation to why we say regulating in the era of neoliberalism isn't just jargon. Et pour ceux et celles qui se rappellent de Lucien Bouchard, qui était Premier ministre du Québec, les jeunes peut-être pas, mais je pense que oui quand même, hein, mais pour les étrangers, ils ne connaissent pas, il y avait le secrétariat de la déréglementation qui était mis sur pied en l'an 2000. Et ils ont dit, red tape, on veut se débarrasser des contraintes parce qu'il y a trop de règlements, il faut se débarrasser des règlements parce que c'est pas bon. Et lorsque c'est pas bon pour les citoyens, c'est comme ça que ça a été vendu. Puis lorsque tu le lis en pratique, c'est pas que c'est pas bon pour les citoyens. Le mandat donné au secrétariat des réglementations, c'est pour le monde des affaires, il faut diminuer pour le monde des affaires. Et ça, au Québec, on a vécu ça. En Colombie-Britannique, ce qu'ils ont vécu dans la même année, c'est une obligation de réduire par 1/3 les règlements. Et le gouvernement néolibéral là-bas a défini un règlement comme une phrase avec un verbe actif. Hein? Alors, le Workers' Compensation Board of British Columbia spent a year eliminating active verbs in the regulations because they had a quota of 1/3 deregulation that was required. So that's the context in which we're working. And my final slide is this one, or my almost final slide. What is a business case? C'est l'autre aspect de ce que je viens de dire. La raison pour laquelle il y a une petite valise ici. J'étais ici à Ottawa avec Nicole Lepage, syndicaliste de la CSQ en 2000. On a été dans le Conference Board of Canada, on parlait du stress au travail. Et je traduisais pour Nicole parce qu'il n'y avait pas de traduction. Puis, on n'arrêtait pas de parler de business case. Puis, elle dit, c'est quoi ça un business case? J'ai dit, je pense que c'est une petite valise. OK? Parce qu'au Québec, en 2000, on n'avait pas dans notre discours le business case. Le fait qu'il fallait démontrer par une analyse coût-bénéfice que c'était rentable de réglementer. En 2015, tout le monde au Québec savent ce que c'est. Et là, je vais clore parce que Karine va me tuer si je le fais et si je le fais pas. Dernier mot. Il y a 100 ans, lorsque les lois sur les accidents de travail étaient adoptées au Canada, au Québec en 1909, en Ontario en 1913, le modèle législatif, c'était l'homme qui était exposé au travail dangereux, qui avait une femme et 13 enfants à la maison, et tous nos régimes sont conçus historiquement pour les hommes. Et de temps à autre, il y a des gens qui interviennent pour dire, oubliez pas qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de femmes. À l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient, mais c'était pas elles qui étaient la préoccupation des législateurs. N'oubliez pas les femmes dans les 2 prochaines journées. Et je vais maintenant terminer en disant où est-ce qu'on s'en va. On passe la parole à Laurent,
qui va vous entretenir maintenant.